Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur la méthodologie pour faire un CV parfait. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps la forme du CV pour qu'il soit le plus professionnel possible, puis les différentes étapes pour faire ton CV. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Alors, dans un premier temps, regardons ensemble quel est le format pour que ton CV soit parfait. Ce n'est pas très compliqué, mais il est quand même important que tu sois relativement exigeant et professionnel. En effet, pour que ton CV donne envie à ton recruteur tout d'abord de le lire, de le regarder, puis de prendre contact avec toi, il est important que ton CV soit sobre. La sobriété est le mot clé. D'autre part, il faut qu'il soit simple. Il faut qu'il soit efficace, lisible et enfin minimalisme, c'est-à-dire qu'il tienne sur une page. En effet, oublie les CV avec de la couleur, une photo ou encore des inscriptions sur les 4 coins de la page, non. Il va falloir que tu fasses un tri de tes expériences, de tes diplômes pour que ton CV donne envie, qu'il soit aéré tout en étant complet. En ce qui concerne tout d'abord le premier tri, c'est les formations. Il va falloir que dans un premier temps, tu listes les différentes formations que tu as reçues depuis toujours presque. Non, bien sûr, il va falloir que, en fonction du niveau dans lequel tu te situes dans tes études ou dans ta vie professionnelle, que tu tries. Il n'est pas intéressant, si tu travailles déjà depuis 1 an mais que tu cherches un nouvel emploi et donc à faire un nouveau CV, de dire que tu as eu un bac économique et social. Ça n'a pas d'intérêt puisque entre ton bac et ton premier travail, tu as bien évidemment sûrement fait 1, 2, 3 formations et c'est celles-ci les plus importantes. Toutefois, si tu es en licence, il peut être important que tu notifies que tu as passé un bac, par exemple, professionnel, un bac général, peu importe, mais que tu inscrives ton baccalauréat. D'autre part, il faut que tu choisisses les formations qui sont pertinentes. Ici, je viens de te dresser, comme je te le disais précédemment, les différentes petites notions. À partir de quand tu vas marquer tes formations? Au lycée, tu peux commencer brevet des collèges. Si tu es en licence, tu peux partir de ton bac. Et enfin, si tu es en fin de master, tu peux partir de ta licence. D'autre part, il faut que ton CV au niveau de tes formations soit concis, mais précis, bien sûr. Il faut que les intitulés soient flash et qu'ils attirent le regard de l'employeur qui le lira. Par exemple, si tu as fait une licence 1 et une licence 2 en droit, eh bien, tu inscriras que tu as un niveau de licence 2 en droit. Attention, tu ne devras pas écrire que tu as un niveau licence, ce qui serait faux et entraînerait ton employeur à te contacter et pourquoi pas discuter avec toi de ton parcours en licence de droit alors que tu ne l'auras pas abouti. Donc il est important de ne pas mentir au niveau de tes formations et d'être précis. Enfin, si tu as une licence, eh bien dans ce cas-là, inscris tout simplement dans la ligne formation licence en droit, en histoire, peu importe, simplement licence. Tu n'es pas obligé de faire licence 1 en histoire à Dijon, licence 2 en histoire à Dijon, non. Marque si tu as déjà ta licence en droit, économie, peu importe. Ensuite, nous allons trier ensemble les expériences professionnelles. Évidemment, ton CV va venir te valoriser tes expériences, ce sur quoi tu t'intéresses et tes points forts. Ainsi, il va falloir que tu tries car peut-être que tu as beaucoup d'expériences professionnelles. Toutefois, en fonction du poste pour lequel tu postules, toutes les expériences ne sont pas forcément bonnes à prendre. Donc tout d'abord, il va falloir que tu fasses un tri et que tu tries tes expériences par ordre chronologique. D'autre part, il va falloir donc que tu tries les expériences de manière pertinente et ensuite que tu sois précis dans les intitulés, car c'est ça qui va faire flash pour ton employeur et qui va se dire « Ah, cette personne, elle est autonome, cette personne, elle est convaincante, cette personne, elle a de la rigueur. » Donc, il est important pour toi que ce soit précis. Alors, quand je marque toutes les expériences sont bonnes à prendre, cela veut dire que, par exemple, si tu n'as pas encore beaucoup d'expérience professionnelle, mais par exemple que tu fais des babysitting, que tu as été jeune fille au pair ou garçon au pair, eh bien dans ce cas-là, tu peux reformuler. Également, si par exemple tu as travaillé dans la restauration rapide, cela, par exemple, pourrait montrer à ton employeur que tu sais gérer le stress, que tu sais être autonome, que tu sais prendre des responsabilités. Donc c'est à toi de trouver des termes qui peuvent être assez convaincants pour ton employeur. Ensuite, il va falloir que tu tries les différentes
mission que l'on t'a donnée lors de tes expériences professionnelles. Par exemple, si tu as fait du babysitting, eh bien tu peux tout simplement écrire que tu as été responsable d'enfants en bas âge et donc que tu avais la responsabilité d'organiser les journées. Donc ce qui montre ton autonomie, ton professionnalisme, ton assurance et ta maturité. À présent, il va falloir que tu tries également tes compétences spécifiques. Tu as certainement étudié des langues vivantes, que ce soit l'anglais, l'allemand, le chinois, le latin, peu importe. Eh bien, il faut que tu les mettes en exergue. C'est très important pour toi que tu les mettes en avant. Ces langues permettent de montrer ton ouverture d'esprit aussi. Donc ce n'est pas grave si tu n'es pas bilingue, bien évidemment. Toutefois, je te marquais quelques petits repères. Si tu as passé ton baccalauréat, tu es censé, c'est ce que l'Union européenne a posé, après un baccalauréat, nous sommes censés avoir un niveau B2 dans notre langue vivante numéro 1 et un niveau B1 dans notre langue vivante numéro 2. Donc si tu as passé le bac, tu peux marquer avec assurance que tu as un niveau B2 en anglais ou en allemand, tout dépend quelle était ta langue vivante au bac. Bien évidemment, si tu n'es pas sûr de la langue que tu as étudiée, c'est-à-dire que tu as étudié l'allemand au lycée, mais que tu n'en as jamais refait, eh bien tu peux inscrire que tu as un niveau lycéen en allemand, tu ne mentiras pas, cela ne veut pas dire que tu n'en as jamais fait. Au contraire, c'est important que ton employeur puisse avoir connaissance des choix que tu as faits durant le lycée, sur ton choix de langue, sur les orientations étrangères, l'intérêt que tu peux porter sur certains pays, cela est important. Ensuite, est-ce que par exemple tu as fait des compétitions? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as fait de la cuisine? Est-ce que tu as fait des constructions? Peu importe, tout est bon à prendre. En effet, si tu as des compétences spécifiques dans un domaine, n'hésite surtout pas à le dire. Cela pourrait être un sujet lors de ton entretien d'embauche. Pareil pour l'informatique ou encore l'écriture. Voilà, toutes ces compétences donnent aussi tes traits de ta personnalité. C'est important que tu les inscrives sans complexe, mais attention, ne pas confondre tes compétences spécifiques avec ce que nous verrons ensuite, tes centres d'intérêt. Donc à présent, regardons les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, disons que c'est les hobby, ce que tu fais mais qui ne te donne pas un diplôme. Donc par exemple, est-ce que tu aimes la mode? Alors là, c'est très important pour toi, lorsque tu vas inscrire ton centre d'intérêt, d'utiliser encore une fois des termes précis et professionnels. On ne marque pas qu'on aime faire du shopping, non. Bien évidemment, par contre, tu peux le traduire comme ayant un intérêt prononcé pour la mode. Ou encore, si tu aimes les jeux vidéo, tu ne marques pas que tu aimes jouer aux jeux vidéo parce que cela ne donne pas une vision très positive de ta personnalité. Toutefois, tu peux marquer que tu as un intérêt pour la création informatique. D'autre part, il faut que tu donnes des centres d'intérêt qui sont pertinents avec la profession que tu envisages, avec le poste pour lequel tu postules. Ici, c'est important que tout ce que tu inscris soit professionnel et ait un lien même léger avec le poste que tu convoites. En effet, le centre d'intérêt que tu vas inscrire se doit d'avoir un caractère intéressant et dont tu pourras parler durant ton entretien. Donc n'hésite pas à dire si tu as fait du scoutisme, si tu aimes la nature ou encore que tu es dans une association. Cela montre ton altruisme, mais également marque une ouverture d'esprit, ce qui est très positif. À présent, voici un petit exemple d'un format d'un CV qui peut s'apparenter à un CV parfait. Non, bien sûr, je plaisante, toutefois ce CV-là est, comme je te le disais, sobre, simple, aéré et qui va droit au but. On voit directement la formation, l'expérience, les compétences et enfin les centres d'intérêt. Les 4 points clés dont ton employeur aura besoin pour se faire une idée brève de toi. Donc dans un premier temps, tu marques bien sûr ton nom, ton prénom, ton adresse mail, ton téléphone et ton lien LinkedIn. Ensuite, tu marques formation, tes différentes formations avec les différents intitulés que je t'ai précisés, tes expériences professionnelles, tes compétences spécifiques et enfin tes centres d'intérêt. Voilà. Donc l'avantage de ce CV, c'est qu'il est clair, qu'il est sobre et surtout qu'il est gratuit. Tu peux le faire tout simplement avec une page Word que tu transformeras bien sûr en PDF. Il est important pour toi, à partir du moment où tu enverras ton CV pour postuler, que ce CV soit bien sous format PDF, car cela protège tout simplement ton CV, tes données. Et ça, c'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et a su t'aider pour faire ton CV. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire si tu as des questions ou tout simplement pour me dire si cette vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à bientôt!